Depuis plus d'un demi-siècle, Marie Hopkin porte sur elle une réputation qui ne lui a jamais été demandée. L'image de l'adolescente galloise aux yeux clairs, se tenant aux côtés de Paul McCartney, a laissé au monde l'impression qu'il devait exister une histoire plus profonde derrière cette rencontre. Les photographies, les séances en studio, la manière dont elle l'écoutait attentivement lorsqu'il parlait, tout a alimenté des hypothèses. Aujourd'hui, à l'âge de 75 ans, Marie part enfin avec une honnêteté tranquille, celle que seule l'expérience peut conférer. Ce qu'elle révèle n'est pas un scandale, mais une vérité beaucoup plus subtile et douloureuse. Au printemps de 1968, Marie Hopkin ne cherchait pas la gloire. Elle vivait à Pontarddulais, dans un foyer gallois où la musique signifiait surtout harmonie de chapelle et chants folkloriques traditionnels lors des réunions familiales. Sa voix avait déjà été admirée dans sa communauté. Elle chantait à l'église, se produisait avec un petit groupe folk et avait même enregistré un modeste EP en gallois pour un label local. Rien dans son quotidien ne la préparait à se retrouver projetée dans l'univers le plus puissant de la musique populaire mondiale. L'opportunité venue de l'émission Opportunity Knock a tout changé. Quelques semaines après son 18e anniversaire, elle remporta victoire après victoire, mais sans jamais se produire avec l'éclat artificiel du show business. Marie restait immobile, chantant avec une pureté qui laissait la mélodie s'épanouir naturellement. Dans une année dominée par les chansons de protestation et les expérimentations psychédéliques, cette simplicité était presque révolutionnaire. C'est Twiggy qui remarqua son talent et en parla à Paul McCartney, alors en train de transformer Apple Records en un véritable centre musical. Paul appela lui-même la famille Hopkin, et Marie, pensant d'abord à une plaisanterie, fut convaincue de la sincérité de l'offre par sa mère. Quelques jours plus tard, elle prenait la route pour Londres. La première rencontre dans les bureaux d'Apple fut bouleversante. Paul ne se montrait pas comme une superstar distante, mais attentif, curieux, presque joueur. Il les emmena déjeuner et parla de musique comme d'une chose fragile et sacrée, partageant avec Marie des mélodies entendues dans de petits clubs londoniens et lui demandant si elle pouvait s'imaginer les chanter. Marie ne réalisait pas encore l'ampleur de ce dans quoi elle s'engageait. En juillet 1968, elles enregistrèrent Those Were the Days au studio E, avec Paul impliqué à chaque instant. Guitare acoustique, claquement de mains, direction des arrangements, encouragement face à ses doutes. Lors de la sortie du single fin août, il devint rapidement un succès mondial, propulsant Marie Hopkin, adolescente timide, au rang de figure internationale. Mais avec la célébrité vinrent aussi les photographies, les spéculations et les rumeurs. La presse, en quête de nouvelles intrigues, interpréta mal son admiration pour Paul. Aujourd'hui, Marie explique clairement que ce qu'on interprétait comme une alchimie n'était que l'émerveillement d'une jeune fille confrontée soudain à un Beatle. Elle respectait profondément Paul et lui était reconnaissante, mais jamais il n'y eut d'amour romantique. Le problème n'était pas tant les rumeurs que le fait qu'elle ne s'éteignait jamais, renforçant un succès qui, paradoxalement, ne lui ressemblait pas. Les interviews, les photographes et les journalistes créaient un tourbillon qu'elle n'était pas préparée à gérer. À 75 ans, elle peut enfin raconter cette période avec clarté, en expliquant le poids silencieux que représentait ce mélange de succès, de fascination et d'attentes irréalistes. Les débuts de Marie Hopkin et l'émergence de son talent. Marie Hopkin est née et a grandi dans la ville tranquille de Pontarddulais, au pays de Galles, au sein d'un foyer profondément attaché à ses traditions musicales. Dès son plus jeune âge, la musique n'était pas seulement un passe-temps, elle était un élément central de la vie familiale et sociale. Dans cette maison, les dimanches étaient rythmés par les chants d'église et les harmonies vocales, tandis que les réunions familiales se terminaient souvent par des chants folkloriques transmis de génération en génération. La voix claire et pure de Marie, déjà remarquable, ne passait pas inaperçue. Elle chantait avec une sensibilité qui capturait l'attention de tous, et ses performances locales suscitaient admiration et encouragement. En grandissant, elle participa à des groupes de musique folk de petite taille et enregistra même un EP modeste entièrement en gallois pour un label local, une première étape dans ce qui allait devenir une carrière inattendue et fulgurante. À l'époque, Marie n'avait aucune idée que sa vie allait basculer. Elle ne rêvait pas de gloire, ni de célébrité internationale. Sa passion pour le chant était avant tout intime, enracinée dans son héritage culturel et dans l'amour de la musique pure. Pourtant, en 1968, tout changea lorsque l'émission télévisée Opportunity Knock offrit aux jeunes talents la possibilité de se faire connaître sur une plus grande scène. Quelques semaines après son 18e anniversaire, Marie y participa et remporta victoire après victoire. Mais ce qui distinguait sa prestation n'était pas l'ostentation ou la mise en scène typique du show business. Marie se tenait droite et immobile, laissant sa voix parler pour elle, capturant l'attention non par des artifices, mais par la simplicité et la pureté de son interprétation.
Cette approche contrastait fortement avec l'esprit musical de l'époque. Les années 1960, notamment 1968, étaient marquées par des chansons de protestation, des expérimentations psychédéliques et un désir général de renverser les normes. Dans ce contexte, l'élégance sobre et le naturel de Marie apparaissaient presque comme un acte radical. C'est précisément cette authenticité qui attira l'attention de figures influentes de l'industrie musicale. L'une d'entre elles était Twiggy, alors icône de la mode et observatrice attentive de la scène artistique britannique. Elle remarqua le talent de Marie et parla de la jeune chanteuse à Paul McCartney, qui, à cette époque, cherchait à développer Apple Records pour en faire bien plus qu'un simple projet de prestige pour les Beatles. La famille Hopkins reçut un appel de Paul McCartney lui-même. Marie, surprise, crut d'abord à une plaisanterie. Sa mère, au contraire, comprit immédiatement que l'offre était réelle et précieuse. En quelques jours seulement, mère et fille prirent la route vers Londres, ignorant encore à quel point cette rencontre allait transformer leur vie. La première rencontre avec Paul McCartney dans les bureaux d'Apple Records fut bouleversante pour Marie. Contrairement à l'image stéréotypée d'une superstar inaccessible, Paul se montrait attentif, curieux et presque joueur. Il emmena Marie et sa mère déjeuner et parla de musique avec un respect et une sensibilité rares. Pour Marie, qui venait d'un environnement où la musique était sacrée et intime, cette approche créa un sentiment d'émerveillement et de respect mutuel. Paul lui fit écouter une mélodie qu'il avait entendue dans un club londonien, un air russe avec des paroles anglaises, et lui demanda si elle pouvait s'imaginer la chanter. À ce moment-là, Marie ne comprenait pas pleinement l'étendue de ce qu'elle venait d'accepter. Rapidement, la jeune chanteuse se retrouva à enregistrer Those Were the Days au studio d'Apple Records. Paul McCartney participa activement à toutes les étapes. Il jouait de la guitare acoustique, claquait des mains pour rythmer la chanson, dirigeait les arrangements et encourageait Marie lorsqu'elle doutait de ses capacités. La peur initiale de Marie de ne pas réussir à interpréter correctement la chanson fut balayée par le soutien constant de Paul. Lorsque le single sortit fin août 1968, le succès fut immédiat. La chanson atteignit la première place au Royaume-Uni et la deuxième aux États-Unis, se vendant à des millions d'exemplaires à travers le monde. Marie Hopkins, l'adolescente timide venue du pays de Galles, était devenue une sensation internationale du jour au lendemain. Mais la célébrité apporta également son lot de complications. Les photographies circulèrent rapidement. On y voyait Paul souriant, Marie le regardant avec une admiration presque lumineuse. Les tabloïds et magazines, avides de nouvelles intrigues, commencèrent à spéculer sur la nature de leur relation. Était-elle simplement une protégée talentueuse, ou se cachait-il quelque chose de plus? À seulement 18 ans, Marie était trop jeune pour mesurer l'impact de ses interprétations erronées. Elle respectait profondément Paul et lui était reconnaissante pour l'opportunité unique qu'il lui offrait, mais jamais ses sentiments n'allaient au-delà de l'admiration et du respect. L'arrivée de la célébrité transforma sa vie de manière soudaine et parfois écrasante. Les interviews s'enchaînaient sans interruption, les photographes attendaient devant les studios, et les journalistes multipliaient les questions sur sa collaboration avec Paul McCartney. Dans ce tourbillon, la frontière entre l'appréciation artistique et la perception publique se brouilla. Marie Hopkins se retrouva à devoir naviguer dans un monde où ses gestes et ses expressions étaient interprétés comme des indices d'une intimité qui n'existait pas. Apple Records, désireux de capitaliser sur l'élan, encouragea Paul à continuer de façonner sa carrière, préparant des albums et singles qui reflétaient ses goûts musicaux plutôt que ceux de Marie. Malgré cette dynamique inégale, Marie resta volontairement silencieuse, reconnaissante et respectueuse de Paul. Elle suivait ses indications pour les chansons et les arrangements, consciente qu'il détenait une autorité mondiale, alors qu'elle venait tout juste de quitter le cocon familial. Son premier album, Postcard, reflétait à la fois sa voix et l'empreinte indélébile de McCartney, et devint rapidement un succès critique et commercial. Cependant, Marie percevait déjà un malaise latent. Ce succès ne lui appartenait pas entièrement, et la pression de maintenir une image qui n'était pas la sienne commençait à se faire sentir. Le succès, la pression et les rumeurs. Après le triomphe fulgurant de Those Were the Days, Marie Hopkins se retrouva plongée dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Sa vie, jusqu'alors paisible et rythmée par des chants traditionnels et des réunions familiales, fut soudainement bouleversée par un succès mondial qui échappait à tout contrôle. Les ventes massives de son single et l'attention constante des médias créèrent un environnement où chaque geste, chaque sourire, chaque regard était scruté et interprété. Les photographies la montrant aux côtés de Paul McCartney, où elle semblait captivée par sa présence, alimentèrent des spéculations qui ne cessèrent jamais vraiment. Le public et les journalistes interprétaient chaque moment d'admiration comme une romance potentielle. Mais pour Marie, il s'agissait simplement d'une jeune artiste fascinée par un musicien qu'elle respectait profondément et dont elle admirait le talent.
La célébrité apporta aussi une charge de travail et de responsabilité que Marie n'avait jamais connue. Les interviews se succédaient, souvent les unes après les autres, sans temps de pause pour souffler ou réfléchir. Les photographes campaient devant les studios d'enregistrement, tandis que les journalistes posaient inlassablement la même question. Que ressentez-vous à travailler si près de Paul McCartney? Derrière ces questions apparemment innocentes se cachait toujours la même insinuation. Était-ce simplement un mentor ou y avait-il quelque chose de plus intime? À ce moment-là, Marie, à peine sortie de l'adolescence, manquait de maturité émotionnelle pour gérer la subtilité de ses perceptions erronées. Elle savait qu'elle respectait Paul et qu'elle lui devait beaucoup, mais elle ne comprenait pas encore à quel point le monde extérieur pouvait mal interpréter ses sentiments. Apple Records, conscient du potentiel commercial de Marie, souhaitait capitaliser sur son succès immédiat. Paul McCartney, investissant personnellement dans sa carrière, commença à façonner son premier album, Postcard, avec un soin minutieux. Chaque chanson, chaque arrangement reflétait ses goûts et sa vision musicale. L'album comportait des morceaux de Donovan, des standards américains, un titre de Harry Nilsson et même une chanson en gallois rappelant ses racines et sa culture. Sur le papier, cette diversité musicale témoignait d'une créativité éclectique, mais en réalité, elle soulignait la dynamique de contrôle qui se mettait en place. Marie, consciente de sa jeunesse et de son inexpérience, se sentait souvent obligée de suivre les indications de Paul sans protester. La gratitude qu'elle lui devait la poussait à rester silencieuse, même lorsqu'elle sentait que certaines décisions n'étaient pas totalement alignées avec son propre ressenti artistique. L'enregistrement et la production de l'album furent à la fois un apprentissage intense et une source de stress. Paul n'était pas autoritaire, mais il était extrêmement investi et passionné. Sa présence constante dans le studio, ses conseils, ses suggestions et son souci du détail, tout cela pouvait créer une pression subtile mais persistante sur Marie. Elle comprenait qu'il voulait le meilleur pour elle, mais en même temps, elle sentait que sa propre identité musicale commençait à s'effacer derrière la vision de quelqu'un d'autre. L'album fut bien accueilli par le public et les critiques, qui louaient la pureté de sa voix et son interprétation des mélodies. Cependant, beaucoup notèrent également l'empreinte forte de McCartney sur l'ensemble, un détail qui ne passa pas inaperçu pour Marie, qui ressentait un mélange de fierté et de malaise. Les rumeurs sur sa relation avec Paul McCartney continuèrent de croître. Les apparitions publiques, les premières et les événements prestigieux ne faisaient qu'alimenter l'imagination des journalistes. Chaque sourire ou échange semblait devenir un indice d'une intimité supposée. Pour Marie, cela était humiliant. Elle venait d'un milieu où la dignité et le respect étaient essentiels, et se voir réduite à des spéculations romantiques sur son comportement et ses expressions était profondément perturbant. Ce qui la blessait le plus, c'était que ces rumeurs faisaient souvent passer son travail au second plan. Les journalistes et le public s'intéressaient davantage à la vie privée de Paul qu'à sa voix, à son interprétation et à son héritage musical. Les questions répétitives, les insinuations constantes et la mise en avant de sa relation supposée avec un Beatle créaient une tension émotionnelle difficile à gérer. Alors que Marie enregistrait Goodbye, un nouveau single écrit par Paul, elle ressentait encore cette contradiction. Le succès de la chanson était indéniable, mais elle n'éprouvait pas de véritable appartenance à ce morceau. Elle passait des soirées dans son petit appartement londonien, essayant de se convaincre qu'elle pouvait s'approprier la chanson et y mettre son propre ressenti. Elle ne détestait pas Paul, mais elle détestait l'impression de devenir un véhicule pour la vision de quelqu'un d'autre. Cette prise de conscience marqua le début d'un malaise intérieur qui ne se traduisit jamais par un scandale public, mais qui creusa une distance progressive avec le monde du show-business et avec la manière dont sa carrière était orchestrée. Marie réalisa peu à peu que sa voix et son talent étaient utilisés dans un cadre qui ne lui appartenait pas entièrement. La pression constante pour répéter le succès, pour rester dans l'image de la nouvelle star d'Apple Records et pour répondre aux attentes commerciales, commençait à l'éloigner de la jeune fille qui chantait avec naturel et plaisir dans les réunions familiales galloises. Les opportunités étaient nombreuses et prestigieuses, mais elles impliquaient aussi un sacrifice émotionnel que Marie n'était pas préparée à assumer. À ce stade de sa carrière, elle se sentait déjà décalée par rapport à son environnement d'origine et en conflit avec les attentes imposées par la célébrité et l'industrie musicale. Le contraste entre admiration, gratitude et perte d'autonomie devint un thème central dans son expérience. Elle respectait profondément Paul et lui était reconnaissante pour avoir ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais pu franchir seule. Mais le respect et l'admiration ne pouvaient compenser la tension créée par un contrôle artistique et médiatique dont elle n'avait pas encore les outils pour se protéger. Ainsi, ce qui aurait pu être une expérience purement enrichissante et joyeuse se transforma progressivement en un équilibre fragilant de succès, reconnaissance publique et protection de soi. Marie Hopkins, à travers ses expériences, commença à comprendre que la célébrité comportait un coût émotionnel réel.
Le monde voyait une jeune star accomplie et talentueuse, mais elle vivait une période de questionnement et de désorientation. Les rumeurs, les attentes et la pression constante d'être performante dans un cadre qui ne lui appartenait pas formaient un mélange difficile à gérer pour une adolescente à peine sortie de son foyer. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, allait progressivement préparer le terrain pour ses choix futurs, où elle apprendrait à concilier carrière, authenticité et bien-être émotionnel. Une nouvelle direction. Tony Visconti et la reconquête artistique. Au fil des années qui suivirent ses premiers succès, Mary Hopkin ressentit de plus en plus le poids de la célébrité et de la pression d'Apple Records. Si elle avait initialement accueilli son rôle de protégée de Paul McCartney avec gratitude et émerveillement, le succès international révéla rapidement les limites de cette dynamique. Mary se retrouvait souvent à interpréter des chansons qui, bien que magnifiques, ne reflétaient pas entièrement son identité artistique. La reconnaissance mondiale et les ventes massives ne pouvaient combler ce sentiment de décalage croissant. La jeune artiste comprit qu'elle devait trouver un moyen de retrouver son équilibre et de s'exprimer de manière plus authentique. C'est dans ce contexte qu'elle rencontra Tony Visconti, un producteur new-yorkais établi à Londres, déjà reconnu pour son travail innovant et respectueux de l'authenticité des artistes. Visconti possédait une approche radicalement différente de celle de l'industrie pop traditionnelle. Là où Apple Records et l'influence de Paul McCartney impliquaient une orchestration minutieuse pour maximiser l'impact commercial, Tony considérait la production comme un acte de protection et de soutien à l'artiste. Il croyait que le rôle d'un producteur n'était pas de remodeler un musicien pour le grand public, mais de créer un espace où la voix et la créativité pouvaient s'exprimer librement, sans pression externe. Mary fut immédiatement séduite par cette approche. Lorsqu'elle travailla avec Tony, elle eut l'impression de respirer à nouveau, de retrouver la liberté qu'elle avait perdue dans le tourbillon d'Apple Records. Il l'encourageait à explorer les textures, les nuances et les émotions de sa voix, sans se soucier des ventes, des classements ou des attentes commerciales. Cette collaboration permit à Mary de renouer avec la simplicité et l'intimité qu'elle avait connues dans sa jeunesse, lorsqu'elle chantait dans les églises et lors de réunions familiales. La musique redevenait un espace personnel et créatif, et non un produit calibré pour le marché international. Le premier projet majeur de cette collaboration fut l'album Her Song, Ocean Song. Contrairement aux productions précédentes, cet album ne cherchait pas à dominer les classements ou à reproduire des succès commerciaux. Il s'agissait d'un travail introspectif, enraciné dans les influences folk et les traditions musicales galloises, qui rappelaient à Mary son enfance et ses racines culturelles. Chaque morceau était pensé pour laisser la voix de Mary s'exprimer pleinement, avec des arrangements subtils et respectueux de son timbre et de son style naturel. L'album symbolisait un retour à l'essentiel, la musique comme expression sincère plutôt que comme outil de promotion ou de consommation médiatique. Parallèlement, Mary et Tony développèrent une relation personnelle et artistique qui allait profondément influencer sa vie. Leur mariage, célébré lors d'une cérémonie intime à Cardiff, marqua bien plus qu'une union romantique. Il représentait un changement philosophique dans la manière dont Mary envisageait sa carrière et sa vie personnelle. Avec Tony, elle put construire un espace où la musique, la famille et le bien-être émotionnel pouvaient coexister harmonieusement. Contrairement aux années passées sous les projecteurs d'Apple Records, où chaque geste était scruté et interprété, Mary trouvait désormais la sécurité et la confiance nécessaires pour développer son art selon ses propres termes. Cette période fut également marquée par la décision consciente de Mary de se retirer progressivement de la frénésie médiatique. Elle avait compris que rester dans l'univers d'Apple Records signifiait maintenir un niveau de visibilité élevé, mais au prix de son identité et de sa liberté créative. Quitter cet environnement n'était pas un acte de rébellion contre Paul ou l'industrie, mais un choix de préservation personnelle. Mary souhaitait continuer à chanter, à enregistrer et à partager sa musique, mais selon des conditions qui lui semblaient soutenables et fidèles à ses valeurs. Le retrait de Mary ne se fit pas brusquement ni avec scandale. Il s'agissait d'un éloignement progressif, subtil et réfléchi. Elle participa encore à certains projets et collaborations, notamment en prêtant sa voix comme choriste sur des productions de Tony Visconti, mais toujours dans un cadre qui respectait ses limites et son autonomie. Loin de la pression des classements et de la surmédiatisation, Mary retrouvait une approche de la musique qui était à la fois intime et réparatrice. Les années qui suivirent ne furent pas marquées par des drames ou des conflits, mais par une stabilisation de sa vie personnelle et artistique. Mary Hopkin développa également un rôle central dans sa famille, consacrant une grande partie de son énergie et de son attention à ses enfants. La maternité devint une priorité, et elle choisit de construire une existence où l'équilibre émotionnel et la sécurité personnelle prévalaient sur la célébrité et la reconnaissance publique. Ce choix ne signifiait pas l'abandon de la musique, mais une redéfinition de sa relation à l'art. La musique devait rester un plaisir, une expression authentique, et non un outil de promotion ou de contrôle médiatique. L'album Her Song,
Ocean Song et sa collaboration avec Tony illustrèrent cette nouvelle approche, une production pensée pour l'authenticité, respectant l'artiste et laissant place à son identité. Le résultat ne fut peut-être pas un succès commercial monumental comparable à Those Were the Days, mais il permit à Marie de se reconnecter avec son art et de retrouver la maîtrise de sa vie. Elle se réappropriait sa voix, son espace créatif et sa liberté de choisir ses projets. Pour Marie, cet équilibre retrouvé valait bien plus que les chiffres de vente ou les positions dans les charts. Cette période fut également l'occasion pour Marie de prendre du recul par rapport aux rumeurs qui avaient longtemps émaillé sa carrière. Les spéculations sur sa relation avec Paul McCartney, qui avaient tant perturbé ses débuts, perdirent peu à peu de leur influence. Marie comprit que la véritable tension n'avait jamais été romantique. Elle était créative et psychologique, centrée sur la difficulté de maintenir son identité au sein d'un environnement dicté par d'autres. Avec Tony, elle trouva un cadre où cette tension disparut, remplacée par une collaboration respectueuse et un soutien mutuel. Maturité, indépendance, équilibre familial. À mesure que Marie Hopkin avançait dans sa carrière, elle commença à comprendre que le véritable succès ne se mesurait pas uniquement aux ventes de disques ou aux classements internationaux. Après les années intenses passées chez Apple Records, marquées par la médiatisation constante et les rumeurs, elle avait développé une vision plus mature et nuancée de ce que signifiait être artiste. L'expérience lui avait appris que la célébrité pouvait être séduisante, mais aussi destructrice si elle n'était pas gérée avec conscience et autonomie. Marie réalisa que pour préserver son intégrité artistique et son bien-être émotionnel, elle devait prendre des décisions en accord avec ses valeurs personnelles, et non selon les attentes imposées par l'industrie ou le public. Cette prise de conscience se traduisit par une volonté de choisir ses projets de manière sélective. Contrairement à ses débuts, où elle suivait les directives de Paul McCartney et d'Apple Records, Marie commença à exercer un contrôle total sur les collaborations et les enregistrements auxquels elle participait. Elle continua de chanter et d'enregistrer, mais toujours dans des contextes qui respectaient son identité et sa sensibilité. La musique redevint un espace d'expression intime où elle pouvait explorer ses émotions et ses racines culturelles sans subir la pression commerciale qui avait caractérisé ses premières années de carrière. L'indépendance artistique de Marie passa également par la création, au début des années 2000, de la plateforme Marie Hopkin Music. Cette initiative, soutenue par sa fille, lui permit de publier des enregistrements d'archives et des titres inédits de manière totalement indépendante. Pour Marie, cela représentait la liberté ultime. Elle n'était plus tributaire de grandes maisons de disques ni de producteurs imposant leur vision. Chaque chanson publiée reflétait sa sensibilité et son choix, sans compromis commercial. Cette autonomie fut une étape essentielle dans la réappropriation de sa carrière et dans la restauration de sa confiance en elle. La famille devint rapidement au centre de sa vie. Avec Tony Visconti, Marie construisit un foyer stable et accueillant où l'équilibre entre la vie personnelle et la musique était possible. La maternité et l'attention portée à ses enfants offrirent à Marie un sens profond de responsabilité et de priorité qui transcendait la célébrité. Pour elle, la musique restait importante, mais elle n'était plus la mesure principale de sa réussite ou de son identité. Son rôle de mère et de partenaire devint une source d'ancrage et de satisfaction, contrastant avec les années d'exposition médiatique où elle se sentait constamment observée et évaluée. Loin des projecteurs et de la pression constante, Marie se permit de retrouver le plaisir simple de chanter. Elle participa à des projets choisis avec soin, parfois en tant que choriste sur des enregistrements produits par Tony ou en prêtant sa voix pour des bandes originales. Ces collaborations, discrètes mais significatives, lui offrirent la possibilité de rester active dans le monde musical tout en maintenant un contrôle sur son temps, ses choix et son environnement. Le retrait progressif de la scène publique ne signifiait pas l'oubli ou l'abandon de son art, mais un recentrage sur ce qui lui semblait véritablement essentiel, l'authenticité et le plaisir de créer. Marie parla ouvertement des coups émotionnels de sa jeunesse dans la musique. Elle expliqua combien la célébrité précoce, le passage brutal de l'anonymat provincial à la reconnaissance mondiale, avait été écrasante. Les spéculations médiatiques, les rumeurs sur sa relation avec Paul McCartney et la pression pour maintenir une image de jeune star parfaite avaient laissé des traces. Son retrait progressif n'était pas une fuite, mais une stratégie consciente pour protéger sa santé mentale et émotionnelle. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu, que t'as appris un truc ou deux, et surtout que t'as passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonne-toi si t'es pas encore abo et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, ou quelle vidéo tu veux voir ensuite. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prends soin de toi. Bisous et à tout de suite.